Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Jérôme Déveillant, président d'ERES, conseil et gestion d'actifs indépendants pour la retraite, l'épargne salariale, l'actionnariat salarié, co-animateur du blog partageduprofit.com. Alain Madelin, le président du fonds Latour Capital, et Romain Rivaton, auteur de La France est prête chez Manitoba Les Belles Lettres et membre du conseil scientifique de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. J'ai des réactions d'auditeurs. Rodriguez écrit: la Fed ne relèvera pas son taux d'intérêt et refera un nouveau quantitative easing, et ça continuera, car sinon tout s'effondrera. Pas sûr qu'il ait totalement tort. Richard écrit: l'euro et le pétrole, évolution très bénéfique comme le dit Alain Madelin, et les marchés marchent actuellement sur la tête en interprétant cela comme une mauvaise nouvelle. Lui, il part du principe que, et encore une réaction, celle d'Hervé sur Twitter: la baisse du pétrole et de l'euro, le train ne passe qu'une fois, attention à la prochaine phrase, ce sera pour nous écraser, pas pour nous prendre avec lui. Allez-y, réaction à tout ce qu'on a dit. Sur la réaction de notre premier auditeur là, à l'échelle de la politique monétaire américaine, c'est vrai que la manipulation de la planche à billets a toujours été je contrôle, mais en fait je mets de la monnaie autant que nécessaire pour préserver les intérêts du roi dollar et de la. Non, c'est quand même vrai. C'est pas de la planche à billets, c'est pas de l'émission monétaire. C'est pas de la planche à billets. C'est organiser l'abondance de liquidités sur le marché, si vous le souhaitez. Donc ça c'est vrai. Alors maintenant, il y a un truc qui est vrai, c'est que très faiblement la masse monétaire américaine. Dans le découplage je disais de la zone euro et de la zone américaine, il y a un effet qui est que la croissance américaine pourra être beaucoup plus robuste que prévu, notamment à cause de la baisse du pétrole. Je m'explique. En fait, il y a quand même une prépondérance très très importante dans le secteur industriel américain et dans la consommation du secteur automobile. Et en fait, avec la baisse du carburant, qui est beaucoup plus sensible aux États-Unis que chez nous, à la pompe, parce que aux États-Unis le carburant est très peu taxé, et donc ça se voit directement dans le prix à la pompe, alors que chez nous on a encore inventé des nouvelles taxes sur le carburant qui fait que ça baisse moins que proportionnellement le prix du baril, plus les marges des raffineurs qui ont augmenté de façon significative. Elles ont quasiment doublé ces 5 dernières années. Et puis la baisse de l'euro qui automatiquement... On se retrouve avec un rebond de la consommation américaine autour du secteur automobile qui va soutenir la croissance de façon peut-être beaucoup plus robuste que ce qu'on a imaginé. Et donc en fait les perspectives de croissance américaine au global, elles sont finalement excellentes. Vous achetez tous la reprise américaine comme étant réelle et sérieuse, il n'y a pas de problème. Vraiment là je vois vraiment pas ce qui pourrait l'empêcher d'être plus robuste que prévu. Certains économistes doutent de la réalité des chiffres, trouvent qu'on trafique un peu les statistiques. Bref, il y a l'investissement, l'innovation. Je veux dire, le centre mondial de l'automobile aujourd'hui, c'est plus Détroit, c'est la Silicon Valley. Et on rajoute que le mouvement de rapatriement des capitaux et des dollars qui sont dans les pays émergents va soutenir l'investissement aux États-Unis. Ça va être un moteur de plus d'alimentation de la croissance américaine. Donc vraiment, je crois que les perspectives de croissance américaine sont extrêmement robustes, en tout cas, sauf accident évidemment toujours possible. S'il y a un truc qu'on peut essayer de prédire pour 2015 dans cet environnement qui est quand même très très compliqué, parce qu'à la fin de la journée, c'est quand même les investisseurs et les mouvements de capitaux qui vont décider de ce qui se passe et pas le politique. Même si, comme dit cet auditeur, il se trompe, les investisseurs, parce qu'il a le sentiment que les investisseurs se trompent. On interprète mal les choses. En tout cas, à la fin de la journée, c'est eux qui déplacent leurs capitaux, donc c'est eux qui vont faire la loi. Voilà. Et les investisseurs, il y a les ménages. Et aujourd'hui, la confiance qui était recréée aux États-Unis est extrêmement forte. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui complètement en Europe et au Japon. Aujourd'hui, même au Japon, on voit très bien que tout le mouvement de Shinzo Abe n'a pas forcément encore très bien démarré parce que la confiance n'a pas été recréée au niveau où il l'espérait. Aux États-Unis, elle est là. Les gens ont confiance, ils consomment, ils désépargnent. Clairement, l'épargne est vraiment en baisse. Ils sont beaucoup plus investis sur les marchés que des ménages européens, ce qui fait qu'effectivement, comme les marchés ont largement profité de ce boom de liquidité, beaucoup plus que le reste de l'économie, c'est bon pour le moral quand vous voyez vos actifs financiers. C'est l'effet pour ça, l'effet richesse. Et au-delà de l'effet richesse, ça se traduit aujourd'hui par les augmentations de salaire. Et donc le cercle vertueux a été enclenché. Et donc aujourd'hui, effectivement, les États-Unis, je pense, sont sur une très bonne dynamique. Est-ce que l'un de vous trois pense que Syriza va gagner le 25 janvier, que c'est quelque chose de grave, de très grave, et que cette fois-ci la Grèce pourrait être amenée, de gré ou de force, à quitter peut-être l'Union d'un coup, ou seulement la zone euro, je ne sais pas techniquement, mais qu'il va se passer un truc qui ne s'est pas produit en 2011 et que pourtant tout le monde a redouté à l'époque. Angela Merkel n'a pas confirmé ses propos, mais elle dit aujourd'hui c'est supportable une sortie de la Grèce. Est-ce que vous pensez que ça va se produire? Alors il y a beaucoup de jeux politiques de pré-négociation en ce moment, parce que chacun y va de sa petite phrase ou de son influence ou de sa pression pour préparer quelque chose qui va se produire, qui est évidemment une renégociation des conditions grecques que souhaitent les Grecs et que ça s'appelle un défaut, Jérôme, ce que vous le racontez là. Une renégociation des conditions grecques, c'est un défaut. Ok, on appelle ça comme on veut. Ce qui est clair, c'est que les Grecs veulent faire bouger les lignes
du contrat qu'ils ont avec les différentes personnes qui sont leurs créanciers au titre de leur économie. Ce sont nous les créanciers. Voilà, mais bien sûr. Et que les autres ne veulent pas forcément parce qu'ils veulent continuer à lui infliger la potion amère qu'elle est en train de boire depuis quelques années. Mais tout ça est préélectoral. C'est-à-dire qu'il y a tout ce jeu-là au moment de jeu de phrases, de pression, au moment... Je pense que la pression retombera. Et moi, objectivement, je pense qu'il y aura un compromis. Je ne crois pas à une sortie de la Grèce de la zone euro. Tout le monde est d'accord pour dire que même si Syriza l'emportait, il faudrait des alliances locales pour pouvoir gouverner. Ça apaiserait probablement l'envie. Ce qui est vrai par rapport à la situation d'il y a quelques années, et puis je passerai la parole après, mais c'est que la situation est fondamentalement différente, puisque la dernière fois, on discutait de gouvernement à gouvernement ou de sphère politique à sphère politique entre les Grecs et la zone euro sur le dos des créanciers privés. Alors qu'aujourd'hui, les détenteurs de la dette grecque, c'est nous. C'est-à-dire, c'est la sphère publique européenne, les États européens, etc. Et donc, il y a un enjeu qui est que, désormais, les deux parties à la négociation sont les deux parties intéressées, et les seules deux parties intéressées, et qu'on ne peut pas faire le haircut sur le dos des créanciers privés. Non, le danger est réel. Le danger est réel. Le danger est réel pour Alain. Le danger, il est celui bien connu, des politiques déflationnistes qui, en soi, peuvent amener des résultats, mais sont extrêmement difficiles à supporter politiquement. Donc il y a des dangers politiques de peuples fatigués par l'austérité. Je suis même d'ailleurs moi-même un peu surpris de la façon dont finalement les peuples ont été résistants à toutes les sirènes de la démagogie. Donc on a le danger bien évidemment de la Grèce, on a ce qui peut se passer en Espagne et au Portugal. Il y a des élections partout. Dans la deuxième. Et puis on a, même si c'est pas de même nature, on a ce qui peut se passer en Angleterre également. C'est-à-dire, vous voyez, donc il y a 4 points de fracture à l'intérieur de l'Europe, sans parler de la grande interrogation que tout le monde a sur la politique française. Donc il y a dans les esprits une certaine forme de retour de l'idée de la crise européenne. Et quand vous voyez l'euro baisser, il ne baisse pas parce que la balance commerciale de l'Europe est déficitaire. Il baisse parce que vous avez des flux de capitaux qui quittent l'Europe pour aller aux États-Unis où ils pensent que la confiance est là. Ce qu'on évoquait tout à l'heure. Oui, bien sûr. Donc le retour de l'idée de la crise européenne dans les têtes, j'ai le sentiment qu'on va commencer à appuyer sur le bouton reset. C'est encore fragile, c'est encore, etc. Une chose est certaine s'agissant de la Grèce. Je ne connais pas un homme politique ou un économiste sérieux qui me dirait ce serait à refaire, on prendrait la Grèce dans l'euro. Bien sûr. Personne ne dit ça. Ce qui prouve que c'était une colossale erreur. Il n'y aurait pas l'euro, la Grèce n'aurait pas accumulé ses dettes, et si par hasard elle l'avait fait, elle se serait sortie facilement par une dévaluation. Ce qui fait que l'idée de dévaluation économiquement n'est pas stupide. Les Allemands l'ont dit depuis le début. Simplement, techniquement, on ne sait pas faire. C'est un énorme problème. On n'a pas trouvé encore le mode d'emploi. Vous me direz, c'est pas parce qu'on ne l'a pas trouvé que ça ne peut pas arriver. Et à chaud, on serait bien obligé d'en trouver un. Sauf que à chaud, à l'heure actuelle, Syriza ne semble pas être en position d'avoir une majorité totale et ils ont mis beaucoup de bière dans leur vin. La marge de manœuvre. Plus pour la sortie de l'euro, plus pour le non-remboursement. Comme vous le dites, les Grecs ne sont pas pour sortir de l'euro. 77% des Grecs souhaitent rester dans l'euro. Syriza ne souhaite pas sortir de l'euro, etc. Donc la question qui se pose, ce serait ou une situation de dérapage qui obligerait, malgré eux, les Grecs à sortir de l'euro, ou une situation qui est totalement impossible, où l'Union européenne, l'eurozone expulserait les Grecs pour mauvais comportement. Donc on n'imagine pas ça, donc on imagine en réalité une cristallisation de la crise autour de cette question de la renégociation. Les marges de manœuvre, il n'y en a pas beaucoup. Et est-ce qu'on peut imaginer qu'Angela Merkel fondamentalement souhaite que la Grèce effectivement soit boutée hors de la zone euro pour que la sortie de la Grèce provoque la mort de l'euro et qu'elle n'en ait pas à assumer la responsabilité. Je pense que ce serait de l'intérêt de la Grèce,
on irait tous passer nos vacances en Grèce, on achèterait des choses en Grèce. Depuis le début, je veux dire, le jour où la Grèce retrouve une monnaie qui permet d'attirer les touristes du monde entier, le problème grec ont largement résolu leurs problèmes. Ce serait l'intérêt de la Grèce et ce serait l'intérêt sans doute de la zone euro. Sauf que on ne sait pas faire. Ouais. Il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas faire et puis on trouve toujours dans la difficulté. Oui, Robin, arrive-t-on pour clore ce sujet grec, parce qu'on en a déjà largement parlé, il reste 13 minutes, je veux qu'on parle un peu de la France quand même. Et peut-être même de Ségolène Royal. Rien à ajouter là-dessus, si ce n'est que... Non, mais est-ce que vous pensez qu'il va se passer un truc fondamental en 2015 avec ce pays qui va être décisif pour l'ensemble des je crains beaucoup plus effectivement je crains beaucoup plus effectivement le cas de la Grande-Bretagne que le cas de la Grèce. Le référendum 2017-2016, effectivement un jeu un peu électoral. Syriza, que son avance est en train de se réduire sur le concurrent qui est le gouvernement actuel. On est vraiment sur un jeu électoral. Je pense que la crainte du référendum anglais de Grande-Bretagne est beaucoup plus prégnante et pourrait avoir des secousses et des risques beaucoup plus importants pour la zone euro. C'est encore loin, on verra. Bref, on va suivre ça, c'est le 25 janvier, on aura des éléments. Le 22 janvier, Mario Draghi va nous dire Yallah, venez tous en zone euro, c'est là où la liquidité arrive massivement. Et le 25, ce sont les Grecs qui votent. Et pour répondre à Yannick qui m'envoie un mail, il ne s'agit pas d'aller contre la liberté des Grecs de voter lorsqu'on évoque ce qui pourrait se passer dans ce pays. Il est très énervé visiblement et il a le sentiment qu'on fait de l'antidémocratie, je ne sais pas pourquoi. Il m'écrit depuis Bruxelles. Est-ce que François Hollande vous a convaincu en ce début d'année 2015? Très déterminé notre président, j'assume le chômage. Ok, je ferai tout pour tirer la croissance au-delà de 1%. L'euro, le pétrole sont là pour l'y aider. Coup de bol, très bien. Stoppons les hausses d'impôts dès que possible, voire baissons-les dès que possible. C'est le message, il n'y a pas vraiment de date. Et puis, je ferai tout pour le progrès, je ferai tout pour qu'il y ait de l'égalité. Il est parti sur une détermination incroyable. Est-ce que vous achetez cette détermination? Évidemment, ce ne sont que des mots. La loi Macron n'est pas votée, tout ça, on ne sait pas ce qu'il y aura dedans. Comment vous débutez l'année, là? Je sais pas, Jérôme Dédéian, c'est vous qui êtes chef d'entreprise en France et l'année un peu plus près du micro. De me préoccuper de ce qu'a raconté François Hollande, parce que chaque fois que je m'en suis préoccupé au cours des dernières années, ça m'a servi à rien. Pourtant, vous faites partie de ceux qui vous préoccupez le plus de ce qu'il y a au mot près dans les textes de loi, de ce qui va se passer précisément dans tel amendement. Mais j'ai dit, pour moi, la situation n'a pas fondamentalement changé sur le plan de la parole politique et de la valeur de la parole politique du chef de l'État et du gouvernement actuel par rapport à l'année dernière, où on voyait bien qu'elle était complètement dévalorisée, puisqu'il s'est passé exactement ce que j'évoquais, c'est-à-dire qu'ils ont repris ou redonné 20% des 100% qu'ils avaient prélevés sur les entreprises françaises au cours des années précédentes, et donc c'est-à-dire qu'en fait ils ont fait un énorme matraquage, puis ensuite ils en ont compensé une toute petite partie, et ils ont ensuite expliqué qu'ils avaient fait le boulot et que maintenant c'était aux entreprises de prendre leurs responsabilités. Je pense que rien n'a changé sur le fond. Il y a des choses qui se passent, la seule chose c'est qu'on s'est rapproché de ces espèces, que chaque jour qui passe nous rapproche de ces espèces d'échéances incertaines qui nous annonçaient, où on nous promet des trucs pour 2017, année électorale, enfin voilà. Donc moi je fais rien de tout ça, je m'en occupe pas, je m'occupe de mes business, chaque matin je me lève, je vais voir mes clients, je m'occupe de mes collaborateurs, et puis j'essaye sur le plan microéconomique de dépenser mon énergie à l'endroit où je peux avoir une contribution. Est-ce que c'est payant? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous débutez l'année avec un minimum de confiance? J'en ai eu d'autres là depuis le début de l'année qui sont plutôt confiants sur le début de l'année. Oui, parce que évidemment la situation générale n'est pas la situation entreprise par entreprise, et que j'ai la chance d'être à la tête d'une entreprise qui, grâce à l'efficacité de ses collaborateurs et à la confiance de ses clients, cartonne. Donc évidemment j'ai un moral d'entrepreneur qui est gonflé à bloc, mes associés aussi, je crois que mes collaborateurs c'est pareil, on s'est fait une petite galette de rentrée hier, tout le monde avait la banane, parce que l'entreprise va bien et qu'on a plein de perspectives, on a des relais de croissance, on a des idées, on a un flux d'affaires qui arrive, etc. Donc je suis de ce point de vue-là un entrepreneur heureux parce que ma boîte va bien. Est-ce que je considère en tant que chef d'entreprise citoyen que la conjoncture dans laquelle évolue mon entreprise s'est améliorée? La réponse est non. 2015, François Hollande, nouvelle posture, Romain-Rivaton. La vraie question c'est à qui va contaminer cette détermination, avec qui il va la transmettre, et à personne au final. C'est un peu ce que disait Jérôme, c'est-à-dire que ça touche personne. Il peut afficher des grands effets, il peut dire qu'il va aller chercher la croissance avec les dents, avec ce qu'il voudra. C'était déjà pris. C'est déjà, on l'attend. C'est normal. Chercher la croissance avec le baril accroché à l'euro. C'est son boulot, donc on n'attend pas plus, on attend beaucoup plus que ça. Et ce qu'on attend, c'est des vraies réformes structurelles. On a une loi Macron qui est très bien, mais vous les aurez pas. On les aura jamais. Pas la réforme de la formation
formation, vous n'aurez pas la réforme du logement, vous n'aurez pas la réforme de l'État. La réforme de la fiscalité, qu'est-ce qu'on aura? On aura quelques 4 ou 5 taxes en moins sur la multitude des centaines de taxes qui grèvent les entreprises, donc on n'aura rien. Et donc cette détermination, elle est purement factice, elle a intéressé un peu les rédactions pendant 2-3 jours, mais je pense qu'effectivement ça ne touche personne. Ça nous a fait de l'actu, hein. Quelquefois, tout début janvier, il ne se passe pas grand-chose. Alors quand on a eu la neige, quand on a eu les bouchons, on attend les vœux du président. Bon, Alain Madelin se tient même la tête avec le coude, c'est pour vous dire à quel point il est motivé par l'histoire. Non, mais malgré mon respect pour la fonction présidentielle, mon intérêt pour la vie politique, je ne trouve rigoureusement aucun intérêt à ce que peut dire aujourd'hui François Hollande. Je suis triste d'ailleurs. Il est totalement usé. Et puis je suis même triste parce que j'ai le sentiment que par moments il croit à ses fadaises. Et il a cru que la croissance reviendrait météorologiquement. Ça, oui. La loi Macron, même si c'est pas la loi du siècle, c'est quand même un gros truc. On a fait le boulot, que maintenant toutes les réformes sont dans le tuyau. Il n'y a qu'à attendre, le résultat est là. Je crois qu'il ne sait pas ce que sont les réformes. Il n'a pas compris quelle est la mutation de la société française. J'arrive pas à le croire. Il n'a pas compris quels sont les quelques gros leviers auxquels il devrait toucher. Et il attend des effets de trucs totalement... Et il a fini l'économie d'ailleurs. Il est passé à la fin de vie, il est passé au climat, c'est terminé l'économie. J'avais été frappé pendant sa campagne présidentielle. Je vous l'ai raconté une fois ou deux. Mais lorsqu'on disait, mais monsieur Hollande, j'ai regardé votre programme. Vous n'avez pas de grande réforme dans votre programme. Comment j'ai pas de grande réforme? J'ai le contrat de génération. Le petit bidouillage, vous savez, on échange un emploi qui a lamentablement foiré. Pour lui, c'était ça la grande réforme. Et on a le sentiment qu'il est en train de baptiser grande réforme des tout petits trucs et qu'il va passer totalement à côté du moment. Et c'est ça qui me navre, parce que à la fois ça me navre pour lui, parce que quand même il devrait faire mieux, et puis ça me navre aussi pour les Français, parce que en réalité cette absence de réforme, elle va être payée par des petites gens avec des difficultés de plus en plus grandes dans l'année qui vient, quelle que soit la croissance. En fait, les difficultés seront là pour les petites gens. Dans tout ce que vient de dire Alain Madelin, moi les mots que je trouve qui qualifient le mieux, en fait, l'imposture dans laquelle on est aujourd'hui, c'est le on a fait le boulot. C'est-à-dire qu'en fait la parole, on coche les réformes, la parole politique aujourd'hui, c'est on a fait le boulot, alors que je crois, en tout cas c'est ce que je pense, c'est une opinion, mais je crois que les Français partagent assez bien l'idée qu'en fait le boulot n'a pas été fait jusqu'au bout, et donc c'est cette imposture qui est finalement le quintessence, je dirais, du mensonge de ce quinquennat. Ou de l'ignorance, de l'incompétence, pas le mensonge, l'incompétence. Ah ben moi ça m'est arrivé. J'achète pas cette... Ou alors dans ces cas-là, ils vous font croire qu'ils sont d'accord avec. Alors, parce qu'ils disent que... Enfin, je sais pas. J'ai beaucoup parlé de microéconomie tout à l'heure et de mon investissement comme chef d'entreprise. Je vais quand même parler un tout petit peu de Jérôme Dedeilhan comme citoyen. En fait, en ce moment, moi, ce que je fais pour la période qui s'ouvre là, c'est que je prends et j'aide tout ce qui me semble bien, même si c'est petit. C'est-à-dire qu'on en est au stade où, dès qu'il y a quelque chose de positif qui vient, il y a quelque chose de positif dans la loi Macron par exemple, on les prend, on dit oui, venez, bien sûr, volontiers, bien sûr. On les aide, on essaye de modifier le truc, etc. Mais au fond, on n'attend plus de Big Bang, on n'attend pas les réformes structurelles, on sait qu'elles ne viendront pas. En revanche, on se dit à la marge, dès qu'il y a quelque chose de positif, soutenons-le, aidons-le, prenons-le, etc. Il y a la loi Macron, par exemple, un truc sur les élections gratuites, sur les BSPCE, donc sur toutes les problématiques d'association des collaborateurs au capital, c'est plutôt pas mal, on dit merci, on prend, voilà. Je vis du petit cadeau. La vraie question, c'est est-ce qu'on va croire un jour aux réformes structurelles désormais? C'est-à-dire, est-ce que même les prochaines qui seront faites, est-ce que les gens y croiront? Je sais même plus. C'est que la parole aujourd'hui a quand même été largement décrédibilisée et l'usage du mot réforme a été tellement galvaudé, tellement usé, jusqu'à la corde, qu'aujourd'hui, même le mot réforme n'est inutilisable pour un politique. J'ai une question. Il faudrait 1h30, 2h, 3h pour en débattre, mais ça m'a frappé ce constat qui a été réalisé par Pôle emploi, qui globalement nous dit on a désormais énormément de gens qui sont mais très tellement loin de l'emploi qu'ils n'y reviendront plus. Et Pôle emploi nous dit on a 1 million de chômeurs très éloignés de l'emploi, et il constate que les gens n'ayant pas du tout travaillé pendant une année complète, eh bien le nombre de personnes a doublé depuis 2008. Et ça nous amène vraiment à cette question qui est soulevée régulièrement autour de ces débats. On attend tous les progrès technologiques, on attend tous la nouvelle révolution qui va nous apporter de l'activité, de la croissance, de l'emploi, mais de l'emploi pour qui? Et on va en avoir combien des gens qui vont être tellement éloignés de l'emploi qu'ils n'y reviendront plus? Et donc la question que je pose, c'est faut-il s'habituer à vivre avec un vrai énorme chômage de masse? Bien sûr que non. Bien sûr que non.
vous avez, avec la crise, une nouvelle progression du chômage de longue durée. Et le chômage de longue durée, pour beaucoup, ce sont les gueules cassées de l'emploi, si j'ose dire. Ce sont les mutilés de la guerre économique. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, vous voyez à la télévision, vous voyez un peu autour de vous, gens qui disent j'ai envoyé 1500 CV, j'ai eu 3 réponses dilettantes et rien. Vous finissez par baisser les bras. Et quand vous commencez à baisser les bras, vous vous enfermez dans l'assistance. D'où le langage absolument délirant de la droite, fustigeant les assistés, etc. Ce sont des gens qui baissent les bras parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Le problème, ce sont les chiffres de Pôle emploi qui deviennent très très importants. Et donc, c'est considérable. Donc, il faut trouver tous les mécanismes. Ça nécessite une mobilisation formidable. Un gouvernement, l'actuel gouvernement, je l'aurais souhaité, le prochain, on verra, mais une mobilisation extraordinairement forte, avec tous les moyens possibles, justement pour aller réparer cela. Comme fait la Suède, le gros de la dépense publique par en formation. Vous avez deux types de... Il faut faire court là, pour que tout le monde puisse dire un mot quand même. Premier type de réponse, la formation. Une énorme mobilisation, vous savez que je dis ça de temps en temps sur votre micro. Mathilde Lemoine. Une énorme mobilisation pour la formation professionnelle. Tous les chefs d'entreprise seraient partants volontaires pour essayer de participer à cela. Les nouvelles technologies du numérique sont formidables pour ça. Ce que l'on fait pour l'enseignement universitaire avec les MOOC, on peut le faire pour la formation professionnelle. Là, il y a un énorme chantier. Deuxième chantier, c'est pas ma tasse de thé, mais je reconnais qu'il faut le faire aussi. Proposer des emplois dits d'utilité collective. Ce sont des emplois aidés, ce genre de choses. Oui, des emplois aidés. Bien sûr, mais ça, on l'a toujours fait quand on a eu des problèmes, et c'est devenu un mode de fonctionnement permanent. Mais c'est pas ça, faut pas le prendre comme ça. Qu'est-ce que tu fais, papa? Je suis au chômage, je suis à Pôle emploi, je suis chômeur de longue durée. Qu'est-ce que tu fais, papa? Je travaille pour la ville. Je suis à la bibliothèque. Je comprends bien. C'est pas la même chose. Oui. Vous commencez par redonner de l'estime de soi aux gens. Et à partir de ce moment-là, vous les remettez en selle. C'est une politique d'émancipation. Je suis étonné que la gauche n'ait pas ça. Elle le fait. On a un demi-million déjà d'emplois aidés cette année. Mais un demi-million, on peut monter à 1 million. Mais les emplois d'avenir, on peut les emplois d'avenir plus formation, il y a de la marge de manœuvre, collectivité locale, il y a de la marge de manœuvre. Ça nécessite une mobilisation parce qu'on ne peut pas rester les bras croisés par rapport à ce que vous venez de dire. On a 1 minute 30, c'est un vrai débat, on y reviendra. Mais est-ce qu'on n'a pas des gens qui finiront par ne même plus offrir leurs bras, Robin Rivaton, et on n'en aura pas 150 000, on en aura 1 million, 1,4 million, et que ce sera un véritable problème structurel celui-là. Déjà, quand vous parlez des chômeurs, vous parlez de la deuxième division. Il y a une troisième division, c'est les gens qui n'ont jamais travaillé, qui sont même pas au chômage. Et donc c'est des gens qui sont sortis du système éducatif très tôt, trop tôt, à l'âge de 14-15 ans. On sait qu'on sort entre 120 000 et 150 000 jeunes par an du système scolaire à cet âge-là. Ces gens-là sont sous-qualifiés, ne sont même pas qualifiés pour rentrer sur le marché du travail. Et le vrai sujet, il est que si jamais il y avait une reprise économique dans ce pays, on aura un problème d'inflation des salaires parce qu'il y a une partie de la main-d'œuvre qui n'est même pas qualifiée pour rentrer sur le marché du travail. Après, il y a un second débat qui est celui à long terme. Est-ce que le progrès technologique et la robotisation et l'automatisation va conduire à l'augmentation d'un chômage de masse? Personnellement, je n'y crois pas du tout. C'est une vieille antienne qui est régulièrement répétée, notamment aux États-Unis. Les robots prennent nos emplois. Les robots prennent nos emplois. Ce n'est absolument pas vrai. On le voit avec des exemples. On le dit depuis des millénaires. Les exemples ne manquent jamais. Mais l'automatisation ne détruit pas d'emplois à long terme. Bon, en tout cas, vous avez sans le dire soulevé à nouveau le problème du SMIC et du montant du SMIC par rapport à l'entrée. On a 30 secondes pour conclure sur cette thématique de dingue. Jérôme Dédéan, je sais pas si vous voulez ajouter ce qu'il y a à dire, à part que personne, mais aucun politique, aucun citoyen ne peut se vivre avec cette situation-là. On peut vivre avec des gens qui sont durablement en marge de la société, qui sont en dehors, etc. Donc ça c'est juste intolérable. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là où on revient aux réformes structurelles. Je partage évidemment complètement le point de vue que l'intégralité de nos efforts devrait être concentrée sur la formation, mais attention, pas la formation professionnelle telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, même après la non-réforme qui vient d'avoir lieu, qui est juste encore un scandale vu de ma vie de chef d'entreprise, qui est totalement délirant, quoi. Bon, un scandale permanent, un scandale français, quoi. Donc ça, il y a ça. Et la deuxième chose qui me semble très importante, c'est, on en a parlé très longtemps, c'est que la réforme structurelle consiste à fluidifier les ponts entre cette zone incroyable de précarité grandissante et ceux qui sont installés dans la citadelle de l'emploi protégé. Et que, en remettant de la fluidité, en créant un énorme pont-levis, en élargissant la brèche et en mettant de la fluidité entre ces deux citadelles, ceux qui sont dedans et ceux qui sont à l'extérieur, on recrée de la capacité d'attraction du marché de l'emploi pour tous ces gens qui sont en situation de marginalisation. Merci infiniment.
Jérôme Dédéian à la Madeleine, Robin Rivaton. Mince, on a oublié de parler de Ségolène Royal, qui est parti en guerre contre les tarifs de la SNCF, pourtant validés par son propre ministère. Oh, ce sera toujours l'importance de cette... Après les autoroutes, après la SNCF, elle va bien nous en trouver un gros acte manqué, Nicolas. Merci infiniment d'avoir été là. Les experts reviennent ce soir 22h, 23h avec Sébastien Coidon. Quant à nous, rendez-vous demain matin.